Ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro du Talk Afrique. Talk Afrique se consacre aujourd'hui à un thème très abordé et certainement l'un des plus importants qui a fait couler beaucoup d'encre depuis une décennie bientôt, l'entrepreneuriat. Au vu de l'effervescence autour du sujet, il nous est apparu comme une évidence de nous interroger sur les enjeux de ce phénomène en Afrique. L'entrepreneuriat, effet de mode ou nouvelle alternative sur le continent africain. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. André Couillot, expert consultant, spécialiste de l'insertion professionnelle, et avec lui, M. Djidé Iyal Salim, entrepreneur, CEO à Disgroup. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons commencer par des chiffres. 60% de jeunes en Afrique seraient sans emploi. En outre, tous les ans, ce sont 10 millions de jeunes actifs qui rejoignent ce même marché de l'emploi saturé. En face, on nous parle de l'entrepreneuriat comme une voie, une solution pour résorber ce problème de l'emploi en Afrique. Selon vous, comment l'entrepreneuriat a évolué ces dernières années sur le continent africain? Monsieur André Couillot. Oui, non, merci beaucoup pour m'avoir invité. Et l'entrepreneuriat, bon, je voudrais parler de la Côte d'Ivoire puisque c'est le pays que je connais le mieux. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, pas de 10 ans, on parle de l'entrepreneuriat depuis les années 90 et puis avant. Parce que, si vous me permettez, je fais très rapidement un bref rappel historique. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été colonisée. Et donc, de 1893 à 1960, cela fait à peu près 75 ans. Il y a l'informaticien, j'espère qu'il y a 75 ans. 75 ans de colonisation où la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens ont été privés de leur administration. Donc, à partir de 1960, lorsque la Côte d'Ivoire va avoir son indépendance, évidemment, les Français qui gèrent le pays avec les auxiliaires africains, les Sénégalais, les Guinéens, les autres, parce que nous, à notre temps, tous nos professeurs de mathématiques, en tout cas, en ce qui me concerne, étaient soit des Sénégalais, soit des Guinéens. Les Ivoiriens étaient peu dans ce domaine-là. Donc, les Ivoiriens vont à partir de 60, lorsque les autres vont partir, mais ils vont aller vers l'administration. Et aujourd'hui, on se rend compte, depuis les années 80, 85, 90, que l'administration est saturée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, aujourd'hui, la plupart des présidents, depuis, je peux citer le nom du président Bédier, jusqu'à aujourd'hui, le président Lassane, et tous les autres qui sont passés, tout le monde s'intéresse à l'entrepreneuriat. Alors, la question que vous avez posée, c'est une bonne question, mais c'est une question qui me gêne un peu. Parce qu'il y a l'impression que les jeunes doivent être entrepreneurs parce qu'il n'y a pas de travail ailleurs. Et lorsqu'on pose la question de cette façon, ça devient plus compliqué parce que vous allez peut-être poser la question à notre ami Salim, mais être entrepreneur, ce n'est pas un jeu. On ne vient pas parce qu'on a échoué ailleurs, parce qu'on ne trouve pas un boulot classique, donc on crée son entreprise. Ça aussi, ça va expliquer peut-être un certain nombre de problèmes. Donc la Côte d'Ivoire parle de l'entrepreneuriat depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans en tout cas, en ce qui me concerne. Et donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas 10 ans, mais il y a longtemps. Si vous permettez, peut continuer bien, vous souhaitez qu'il m'arrête là. Si, mais rapidement, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Oui. Mais vous, Monsieur Salim, vous-même, vous êtes entrepreneur. Déjà, comment cette aventure a commencé? Est-ce que c'était par défaut de trouver un emploi sur le marché ou bien vous venez pour répondre vraiment à une problématique, à un besoin spécifique des consommateurs? C'est le second cas. C'est le second cas parce que, contrairement à la plupart des jeunes qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat, qui suivent un process, c'est-à-dire un parcours d'abord d'employés et d'acquisition d'expérience jusqu'à la création de leurs propres entreprises. Moi, dès que j'ai quitté l'école, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je n'ai même pas passé par l'étape intermédiaire où il fallait avoir de l'expérience dans les entreprises avant d'entreprendre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je peux clairement vous dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'inné en soi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller en profondeur dans cette explication-là de l'entrepreneuriat. Ne peut qu'être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ça c'est sûr. Quand on décide d'être entrepreneur, c'est que ça vient du plus profond de soi-même. Déjà sur les bancs, si vous remarquez très bien, les amis, ceux avec qui vous avez eu affaire, les classes, du primaire jusqu'au, si vous voulez, jusqu'à l'université, vous allez remarquer que dans le lot, il y a certaines personnes qui ont des aptitudes à créer et qui ont des aptitudes à entreprendre. Déjà sur les bancs, c'est des gens qui créent de petits business. Pour ma part, la plupart du temps, il y en avait qui fabriquaient des produits et qui venaient vendre à leurs collègues à l'école. Il y en a qui, pendant que les autres sont très assidus dans l'acquisition de savoir,
Eux, ils sont là, ils rêvent, ils pensent à créer. Déjà, ça voudrait dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'inné dans un premier temps. Et si vous avez de la chance, si vous parvenez à cultiver cela, très facilement, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat sans pour autant passer par le cursus classique. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu des expériences dans la sous-région. Je suis passé par le Bénin, où j'ai commencé. Après, je suis allé au Togo, au Ghana, au Nigeria, et je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que d'abord, ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas été facile parce que, comme je vous l'ai dit, dès que j'ai fini mes études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. La première des choses qu'il a fallu faire, c'était d'abord d'identifier, partout où je vais, partout où je suis, la première des choses, c'est d'abord d'identifier un besoin, d'identifier, si vous voulez, c'est de voir quelles sont les solutions auxquelles il faut apporter, quels sont les problèmes auxquels il faut apporter des solutions dans l'environnement où vous vous trouvez. Si vous partez sur cette base-là, c'est très facile pour vous de créer quelque chose. Mais justement, ça me permet de revenir sur une question rapidement. Est-ce qu'il y a un profil type d'entrepreneur? C'est vrai, M. Salim vient de dire c'est inné, il y a cette envie, cette volonté-là de faire quelque chose, de produire. Mais est-ce que quelque part la formation, parce que quand vous entreprenez, vous arrivez à un certain niveau où je suppose qu'il faut vraiment rentrer dans le cadre légal, il faut formaliser les choses. Est-ce que c'est simplement inné ou la formation? Non, mais vous posez là une question pertinente. Je voulais me répondre sur ce qu'il vient de dire. Il a dit que tout le monde ne peut pas créer une entreprise. J'ai une perception un peu contraire. Je suis enseignant, je suis chercheur. J'ai même écrit un livre tout à l'heure, il a envoyé, mais bon, voilà. Le dernier livre, c'est « Je vais créer mon entreprise ». Et il y a une étude qui a été faite sur 1400 chefs d'entreprise. On s'est rendu compte que tout le monde peut créer une entreprise à condition d'avoir un profil qui se ressemble. L'un des profils, l'un des éléments à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut être opportuniste, il faut être courageux, il faut être déterminé, il faut avoir le flair, parce qu'on n'apprend pas tout en fait. Et on n'apprend pas tout, mais il y a un monsieur qui a écrit un livre en Côte d'Ivoire, c'est M. Maurice Koué, et je prends il y a un titre, mais c'est plus long, mais il a dit le modèle du là. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, toutes les ethnies ne sont pas forcément entrepreneurs, n'ont pas forcément la culture entrepreneuriale. Lui, peut-être, il y allait directement, ça lui réussit, mais parce que, certainement, si vous lui posez peut-être la question, il y a des parents qui l'ont vu vendre, je ne sais pas moi, de la cola, de la cigarette, parce que comme ça, la plupart des gens commencent. Il veut devenir un transporteur, mais il est d'abord apprenti, baka, ou bien apprenti, enfin. Et puis après, il devient chauffeur, et après, il commence à acheter, il devient transporteur. Donc, il commence. Ça va de père en fils. Donc, c'est les exemples qu'on peut suivre en Côte d'Ivoire ici. Donc, oui, ça peut être inné lorsque vous avez l'avantage de faire partie d'une communauté qui a l'avantage de faire le commerce depuis l'enfance et donc qui se transmet de génération à génération. Mais vous pouvez le faire par la formation. Si vous n'êtes pas de cette culture-là, c'est mon cas. Bon, moi, personnellement, je suis d'une famille, j'ai un grand frère qui est très connu en Côte d'Ivoire, qui a créé une entreprise, voilà, donc qui l'a fait, et c'est lui, j'ai voulu tricher. Mais en fait, en réalité, il a dit une chose, quand vous trichez, ça marche difficilement, parce que vous n'avez pas forcément le même profil dont je viens de parler. Vous n'avez même pas les mêmes rapports avec l'argent, vous n'avez pas la même rigueur, vous n'avez pas le même flair. Et donc, en voulant faire comme papa, ou comme maman, ou comme le grand frère, en général, le taux d'échec est beaucoup plus élevé que celui qui a appris depuis le bas âge. Il a vu toute une génération de parents qui ont réussi. Il a ce soutien. Je ne sais pas si on va en parler, mais il a ce soutien. Le soutien n'est pas forcément financier, contrairement à ce que les jeunes pensent. Ce n'est pas forcément financier. Le soutien aussi, c'est le coach, c'est papa, c'est le grand frère, c'est maman. Ou bien c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais à qui vous voulez ressembler. Et vous lisez son parcours. Et ça vous forme, ça vous formate. Et ça vous forge un caractère. Et donc, en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle communément de façon abusive, les Dioula, ils ont cet avantage par rapport aux autres. Et donc, les Ivoiriens ont intérêt à tricher pour ceux qui veulent créer leur entreprise. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, pour répondre précisément à votre question, on peut être entrepreneur de père en fils, parce qu'on a eu cette culture, mais par la formation, c'est beaucoup aujourd'hui, il y a des universités qui donnent le cours en entrepreneuriat aux étudiants. Mais je pense qu'il faut même commencer
par le primaire, mais l'État de Côte d'Ivoire a commencé déjà par des écoles pilotes à former les jeunes en entrepreneuriat. Nous, lorsqu'on était tout petits, on faisait des coopératives, on vendait des locaux, comme il a dit tout à l'heure. Mais c'est ça, c'est l'entrepreneuriat. Il n'y a pas une génération spontanée. Or, en Côte d'Ivoire, la plupart de nos jeunes frères, ils aiment des expressions chap-chap. En même temps, mieux, tout près n'est pas loin. Mais un entrepreneur, tout près ne peut pas être loin. C'est pas comme ça. Il n'y a pas de génération spontanée. Il faut cultiver, il faut travailler, il faut échouer. Même l'échec, en réalité, c'est dans nos pays francophones que l'échec est une fatalité. Mais dans les pays anglo-saxons, l'échec, c'est la formation. L'échec, c'est le premier niveau même de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur qui n'a pas encore échoué, c'est alléluia, mais c'est peu évident. L'échec, c'est la formation. C'est la formation. Vous, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, les activités avancent quand même bien. Vous avez subi des échecs ou bien dès que vous êtes parti, ça a été la croissance tranquille? Non, pas du tout. Comme il a dit, l'échec, franchement, c'est ce qui forge l'entrepreneur. Merci. Et sans vous mentir, c'est vrai que le déficit qu'on a à passer par le process classique, c'est-à-dire passer par l'employé, apprendre, acquérir de l'expérience et devenir entrepreneur. Ce déficit, si vous voulez, on le comble par justement les échecs qu'on a dans son parcours, dans sa vie d'entrepreneur. Moi, quand j'ai commencé, je ne vous cache pas que j'ai dû fermer 2 entreprises avant de me retrouver avec la première qui, si vous voulez, je peux dire, a marché. Les 2 premières entreprises, les raisons, elles étaient simples. Il y avait un manque d'expérience, c'était normal. Je vais entreprendre dans quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, c'est tout à fait normal que je puisse être confronté à des difficultés auxquelles tous les jeunes entrepreneurs sont confrontés aujourd'hui. Donc, ça a été très dur. On a dû fermer. Et au fur et à mesure, on apprend de ces échecs, au fait. On se rend compte que voilà comment ça marche, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et d'expérience en expérience, on finit par justement réussir quelque chose. Mais pendant qu'on pense, quand vous réussissez cette première expérience, vous allez peut-être penser que, tiens, j'ai trouvé la solution, j'ai le bon bout. Mais c'est une erreur de penser que c'est fini, c'est terminé. En réalité, c'est là que ça commence. Alors donc, il y a le facteur inné, mais aussi l'expérience qui vient rejoindre donc quelque peu la formation. C'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Il y a un chiffre ici qui me façonne un peu. Récemment, le ministre du Budget a dit qu'il y avait près de 7000 emplois qui étaient créés chaque mois en Côte d'Ivoire. En plus de cela, on a vu le rapport du Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire qui donne de gros chiffres vraiment sur les entreprises qui sont créées en Côte d'Ivoire. Mais on ne nous dit pas quelles sont ces entreprises-là qui ferment aussi ces mois. Quelle est la réalité des entreprises naissantes, des nouveaux entrepreneurs en Côte d'Ivoire? Oh non, mais c'est une question très précise. Malheureusement, il n'y a pas de réponse précise. Je suis un consultant. Lorsqu'il parle, il doit avoir les réponses précises. Mais ce que je peux vous dire par les informations recoupées, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Mais en réalité, il y a peu qui sortent. Même par rapport à une entreprise qui s'est créée, il y a 100 entreprises, pour être précis, qui sont créées aujourd'hui, combien qui vont ouvrir demain? Autour de 40% en réalité. Et les 60% sont encore dans l'antichambre, qui n'ont même pas encore eu leur bureau, parce qu'ils ont facilité la grande entreprise. Donc avec 20 000, quelqu'un peut créer une entreprise, avec 200, on peut créer une entreprise. Mais après, il faut prendre un bureau. Après, il faut même se nourrir, il faut continuer à vivre, il faut s'habiller, il faut se déplacer, il faut téléphoner, il faut payer la secrétaire, il faut même les partenaires, même le fait de vous déplacer d'un quartier à l'autre, il y a un coût à faire. Donc, on dit, bon, c'est vrai, on a réduit le coût de la grande entreprise, mais en réalité, ça ne diminue pas le coût du loyer. Parce que si vous avez une entreprise, vous voulez prendre un loyer, on vous demande de payer un pas de porte pour une entreprise, pour un loyer de 100 000, on vous demande de payer 3 millions. Ça, ce n'est pas du tout évident pour un jeune entrepreneur. En même temps, quand vous demandez de payer 3 millions, mais il faut payer le loyer, il faut payer les cautions. L'État a fixé les cautions à un taux raisonnable, mais dans la pratique, ce n'est pas tout évident. Ce n'est pas tout évident parce que les propriétaires de loyer disent qu'il faut payer 10 mois de caution, alors que l'État demande de payer 1 ou 2 mois. Enfin, bref, donc il y a beaucoup de cas à l'intérieur dont les gens ne tiennent pas compte et qui ne font pas. On crée les entreprises, en réalité, si vous me suivez bien, on crée une entreprise, 100 entreprises, il y a 40% qui sortent, mais selon les statistiques aussi,
Au bout de 3 ans, il y a sorti à 75% qui tombent en faillite. Et sur les 40 qui sont sortis, ça, c'est les statistiques officielles. Donc, en réalité, au bout de 3 ans, sur les 40 qui restent, combien qui vivent en réalité? Et comme il a dit, il est honnête, il est jeune, mais il est honnête. Merci beaucoup, cher ami. Mais en réalité, il a échoué 2 fois, mais il a la chance. Ben, moi, j'ai échoué plus de 2 fois. Mais justement, il faut plus de 2 fois, il échoue 2 fois et maintenant ça part. Mais je veux dire, sur le terrain, Oui. est-ce que les conditions, la législation incitent vraiment les jeunes à investir, à entreprendre? Je reviens rapidement sur les chiffres. Effectivement, c'est vrai qu'on a des chiffres. En 2018, par exemple, le guichet unique, le CPC en Côte d'Ivoire, a annoncé la création de plus de 7000 entreprises au premier semestre de 2018. Vous imaginez 7000 entreprises. Si on part du principe que ça suit le même cours, on se retrouve à plus de 14 000 entreprises par an. 14 000 entreprises par an, c'est vrai, vous aviez dit, on nous donne les chiffres des entreprises créées, mais on ne nous dit pas combien d'entreprises, effectivement, ferment la porte juste après leur création. Et qui ne sortent même pas. La plupart du temps, ce que moi j'ai remarqué, moi je parle toujours par expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que, si vous voulez, les jeunes, parce que c'est mon cas, parce que c'est notre cas, c'est le cas de ma génération, ont l'habitude de créer des entreprises par opportunité. J'ai une opportunité, j'ai entendu parler d'un marché quelque part, et il faut avoir une disposition légale justement pour postuler à cela, donc je vais rapidement créer une entreprise. Mais on ne pense pas à la pérennité de l'entreprise. On pense au marché à acquérir tout de suite, mais on ne pense même pas aux difficultés qu'on est capable de rencontrer et au futur, c'est-à-dire à l'avenir de l'entreprise. On se lance, on crée l'entreprise. Si par chance, l'exécution se passe très bien, après, qu'est-ce qui vous prouve que vous allez continuer à justement avoir des marchés? Donc vous faites une première expérience, vous gagnez un premier marché, vous gagnez de l'argent, tout de suite, vous dites que j'ai de l'argent, mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des charges. Vous dépensez, au bout de quelques mois, vous n'aviez plus d'argent dans le compte. Et c'est là, on commence par courir, les employés commencent par se plaindre, on ne nous paye pas et tout finit par s'arrêter et on ferme. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est une manière de dire que c'est vrai qu'on nous donne des chiffres, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées, mais il faut aussi dire la vérité sur les réalités du terrain. Il y a beaucoup aussi qui se ferment. Si nous revenons un peu à l'entrepreneuriat jeune, je prends toujours le cas de la Côte d'Ivoire. Entre 2015 et 2017, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui a accompagné en financement plus de 41 000 jeunes entrepreneurs. On accompagne les jeunes dans l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'il a été fait un travail pour, si vous voulez, raconter l'histoire de ce qu'est devenu ces 41 000 jeunes-là, après qu'on les a accompagnés dans la création de leurs entreprises? Mais là, ça c'est aussi l'une des grandes questions. Ah oui? C'est l'une des grandes questions. Et permettez-moi de vous couper comme ça, je reviens vers vous, vous qui êtes formateur, vous voyez tous ces cas-là défiler chez vous, ceux que vous formez qui reviennent. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Comment ça se passe? Mais ceux qui acceptent de la formation, le taux d'échec est beaucoup plus bas. Le premier, il a souligné, in fine, en fait, la plupart des gens, il a même dit opportunité, mais je préfère dire par mimétisme, le MeToo. C'est-à-dire que j'ai vu Salim faire une entreprise, il a une belle voiture, il est bien coiffé, il s'habille bien. Moi, j'ai fait. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vais prendre un exemple basique. Lorsque vous voyez dans les quartiers, regardez bien, une femme qui fait un loco, et on voit 20, 30 personnes, on dit, ah, ça marche. Vous allez voir qu'au moins il y a 10, au moins une dizaine de femmes qui vont faire un loco dans les mêmes environs. Finalement, les clients se départagent et personne ne vend à personne et tout le monde ferme. Et lorsque vous voyez, vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vendent les habits parce qu'on dit ça marche. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'officines qui ouvrent pour faire les manucures, pédicures. Mais en fait, c'est les clients ne sont pas aussi nombreux que les gens. Donc, ils n'ont pas une étude. En fait, il leur manque comment faire un plan d'affaires. Justement, tout à l'heure, il a parlé, oui, mais ça, c'est... Donc, en fait, pour faire le plan d'affaires, il a touché le point de l'État. Moi, je n'aime pas trop parler de l'État parce qu'en fait,
je pense que les jeunes doivent se prendre en charge. Parce qu'en réalité, nos États ont tous les mêmes problèmes. Quelqu'un qui demande l'argent à travers le monde entier, je ne suis pas sûr qu'il soit la personne la mieux indiquée pour aider d'autres personnes. En réalité, c'est ça le vrai problème. Mais, et puis l'État en Côte d'Ivoire fait beaucoup, mais il a dit 41 000, d'accord. Mais combien qui sont restés? Est-ce qu'on les a formés? Est-ce qu'on les a formés? Alors, on sélectionne les jeunes, je ne sais pas trop sur quels critères, et on leur donne de l'argent, c'est bien. Mais quand on leur donne de l'argent, le premier réflexe, c'est d'aller dire merci, tonton, j'ai vécu chez toi pendant 10 ans, on m'a donné 20 millions, tiens, 500 000, maman, tiens, 200 000. Mais dans le plan d'affaires qu'ils ont peut-être conçu de façon rapide, mais il n'y avait pas de poste pour faire les dons. Donc, lorsqu'il enlève sur 10 millions, il enlève 1 million, il reste 9 millions. Lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut plus, les 10 millions ne suffisent plus pour faire son affaire, mais les jeunes, ils prennent leur billet d'avion, ils vont à l'étranger. Et donc, le taux de mortalité, en réalité, est très élevé. Mais on préfère, je ne sais pas trop pourquoi, mais nous sommes des constants, lui, sur le terrain. En réalité, c'est l'hécatombe. Les entreprises qui ne voient pas le jour sont encore plus nombreuses que celles qui voient le jour et qui meurent. Parce qu'il y a sur 100 entreprises, 40% sont sortis, mais les 60%, peut-être qu'ils n'ont jamais vu le jour, qui ont leur lieu du commerce, qui ont tous les papiers, mais qui sont à la maison et qui ne travaillent pas. Donc en réalité, ça fait sourire, mais l'État devrait faire un effort. Moi, je souhaite, je ne sais pas si on va en parler, mais je souhaite que l'État récupère les gens qui ont... Je n'ai rien contre les jeunes, je forme les jeunes, mais les jeunes à qui on donne de l'argent immédiatement, comme il a dit, l'expérience, ils n'ont pas l'expérience. Et ils n'ont jamais travaillé. Et donc, ils ne savent pas que, même si tu as 10 millions, ça peut fondre comme du beurre en moins de 2 ou 3 jours. Ça, si on est en temps, il peut vous donner les statistiques même qui me concernent. 50 millions, c'est rien du tout pour un homme d'affaires. Il n'a pas un plan, donc il ne prévoit pas. Et lorsqu'il a 10 millions, mais tout de suite, il change de quartier. Il est à Yopougon, Niagon, je vais dire, ben, on est en Côte d'Ivoire, vous êtes une trésorière internationale, mais, et puis nous sommes à Cocody. Alors, il va quitter Yopougon pour venir prendre une maison à Cocody. Mais à Cocody, ici, même un studio, c'est 100 000. Or, à Yopougon, peut-être avec 100 000, il peut prendre une maison, 2 chambres, salon. Donc, avec 50 000, 70 000, il peut rentrer dans un studio, vous comprenez un peu ce que je dis. Il va vouloir payer, acheter une voiture. Et puis, bon, voilà, il commence à être un boss, entre guillemets. Mais c'est un boss qui en réalité est un bossu. Parce qu'il n'a rien du tout. Excusez-moi, je ne me moque pas des bossus, mais en réalité, c'est la réalité. Ils ne tiennent pas compte du réel. Et ils vivent sur du virtuel. Et puis un matin, il se rend compte que l'argent ne suffit plus. Il ne peut plus payer, comme il a dit, la secrétaire. Il ne peut plus payer, même la secrétaire, il faut laisser les secrétaires. On peut négocier. On ne négocie pas la CIE. Si, et ça, c'est la réalité avec les entrepreneurs. Pour vous, Salim, qui êtes sur le terrain, et ma dernière question, l'accès au financement pour vous, pour démarrer, est-ce que ça a été évident? Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été évident. Bon, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, il faut dire que l'accès au financement, honnêtement, c'est très, très, très dur. C'est très dur dans la mesure où parfois on pense même que c'est peut-être un manque d'expérience de sa société qui fait qu'on ne nous prête pas de l'argent. Mais moi, j'ai eu des sociétés qui ont fait plus de 5 ans d'expérience, qui ont fait des chiffres d'affaires au-delà des centaines de millions. Mais j'ai eu du mal à quand même faire des levées de fonds auprès des banques où on a permanemment quand même fait tourner le compte. Donc c'est une manière de vous dire que franchement, à ce niveau, il y a un gros problème. Il y a un gros problème de financement des jeunes. Moi, ce que moi j'ai l'habitude de conseiller aux jeunes, c'est que, enfin, de conseiller à tout le monde d'ailleurs, c'est quand vous voulez vous lancer, honnêtement, n'allez pas vers les voies, si vous voulez, les solutions bancaires de prêt pour démarrer. Non. Il vaut mieux se focus sur la plupart du temps déjà son entourage dans un premier temps. C'est le love money, c'est la famille, c'est les investisseurs, c'est les business angels qui aujourd'hui de plus en plus ont confiance aux entrepreneurs jeunes et qui financent justement des projets à risque. Donc c'est ce que moi je peux conseiller pour ce qui est du financement, pour avoir vécu l'expérience. Un conseil qui est partagé déjà sur Média TV. M. Couillot, rapidement, si vous avez un mot de fin en 20 secondes. Oh oui, non, mais en réalité, il a presque tout dit. Mais en Côte d'Ivoire, la plupart des banques ne sont pas des banques d'investissement, c'est des banques commerciales.
chers jeunes, c'est des banques commerciales. Donc leur rôle, c'est des banques. Un commerçant, il vend ce qu'il a. La banque vend de l'argent. Donc on ne prête pas à ceux qui n'ont pas d'argent. Donc la plupart des jeunes qui n'ont pas de projet, j'ai un projet souvent, mais ils n'ont pas de projet, ce n'est pas des idées. En réalité, c'est des idées, encore que même souvent, ce n'est pas des idées, c'est des rêves. Parce qu'il y a le rêve, il y a l'idée, il y a le projet. Quand vous dites j'ai un projet, vous demandez le business plan, il n'y en a pas. Quand tu prends le business plan, c'est mal fait. Donc ce n'est pas des business plans bancables. Parce que des jeunes qui conçoivent des business plans à 25 000 à 50 000 francs, croyez-moi, aucune banque ne peut prendre au sérieux un tel montage. Un plan d'affaires, ça coûte de l'argent. Donc la plupart des jeunes ne sont pas prêts, ils ne sont pas outillés et ils pensent que les banques vont leur donner de l'argent. Moi, je leur conseille plutôt, je suis enseignant dans une université, mais croyez-moi, les jeunes ont des smartphones de 600 000. Lorsque vous demandez de lever la main pour combien un compte bancaire, donc un compte dans une microfinance, je vous assure, il y a moins de 10 qui lèvent la main. Alors, c'est dessus que nous allons nous arrêter. C'est la triste réalité de la jeunesse et de l'emploi, si on peut le dire, de l'entrepreneuriat. Alors, vous l'avez compris, passer du rêve à l'idée, de l'idée au projet, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut bien regarder la formation, les structures, tout au tout. Avant de se lancer, l'entrepreneuriat n'est pas un effet de mode. Nous étions aujourd'hui avec M. André Couillot, expert consultant, spécialiste de l'insertion professionnelle, et avec lui, M. Djideyal Salim. Merci encore pour votre contribution. L'information se poursuit sur Média TV, agréable suite au programme sur nos antennes.